Aujourd'hui, je vous invite à pousser avec moi les portes d'un univers à la fois raffiné et inspirant, celui de l'ambassadrice de Suède en Tunisie, Madame Cecilia Ramsten. En poste à Tunis depuis bientôt 2 ans, elle nous accueille dans sa résidence avec générosité, partageant son regard sur un pays pour lequel elle exprime un attachement sincère, alors que la Suède et la Tunisie s'apprêtent à célébrer l'année prochaine 70 ans de relations diplomatiques. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le dialogue subtil entre l'élégance minimaliste du design scandinave et les touches artisanales tunisiennes soigneusement intégrées dans chaque recoin. Un cadre propice à la confidence et à la réflexion où notre entretien a naturellement pris place. Votre Excellence, Madame Cecilia Ramsten, ambassadrice de Suède en Tunisie, bonjour. Merci, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Vous revenez fraîchement de Suède. C'est ça. Où vous avez accueilli, vous étiez dans le cadre d'une mission officielle et vous avez accueilli la délégation tunisienne dirigée par notre ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Nafti. On a vu de belles photos. Alors les discussions semblaient très intéressantes, mais vous êtes, je pense, la personne la mieux placée pour nous dire quelle résolution a été prise, quelles décisions ont été prises, dans quelle direction vont les relations entre la Suède et la Tunisie. Justement, c'était une très belle visite. C'était à la fin du mois, le 31 mars et le 1er avril. Ça tombait juste pendant la période d'Aïd, qui n'était pas évident. Mais en fait, la visite était la suite du forum nordique qu'on a organisé avec les autres collègues, les autres ambassades nordiques juste avant Noël, fin novembre l'année dernière, qui était une façon de redémarrer les relations avec les pays nordiques et la Tunisie. Et après ce forum, qui était un forum économique, focusé sur l'économie circulaire et la transition verte, la Tunisie a proposé d'en faire suite avec des visites bilatérales dans les capitales nordiques respectives. Et la Suède a été élue comme la première destination. Alors je sais que mon collègue finlandais, il va recevoir la même délégation, plus ou moins, plus tard, avant l'été, avant les vacances. Donc la visite s'est déroulée d'une façon... il y avait un volet politique, et il y a eu une rencontre bilatérale avec notre ministre des Affaires étrangères, donc l'homologue de M. Nafti, Al-Nafti. Elle s'appelle Maria Malmö Stenergård. C'était la première fois qu'ils se sont rencontrés, parce qu'elle vient de prendre ses fonctions il n'y a pas très longtemps. Et ça s'est très bien passé, le courant est passé. Et avant d'être ministre des Affaires étrangères, Mme Stenergård, elle était également ministre pour la migration en Suède. Donc, ils ont eu beaucoup de sujets à discuter entre eux. Après, il y avait aussi un volet plutôt économique. Monsieur le ministre était accompagné d'une délégation des hommes d'affaires tunisiennes. Donc, le lendemain, on a eu une business forum, un peu comme ici, mais juste entre la Suède et la Tunisie cette fois-ci, où Business Sweden a présenté leur mission dans la région. Et après, il y a eu des rencontres B2B. Et on a aussi fait quelques visites, corporate visits, notamment chez Ericsson, qui est présente en Tunisie depuis 70 ans et qui est très engagée dans le dossier 5G, évidemment, maintenant, ici. Et après, le lendemain, on a également été chez IKEA, parce qu'il y a eu un intérêt du côté tunisien de connaître... le design suédois, voilà. De toutes les manières, et pourquoi IKEA n'est pas en Suède, ici, etc., etc. Donc c'était très bien, ça s'est très bien passé, et j'espère justement que on a réussi à donner une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales et qu'on pourrait faire suite ensemble. Il y a des pistes à explorer ensemble. Parfait. Alors, vous parlez de relations bilatérales, de pays nordiques, justement. Alors, la Suède, vous représentez la Suède en Tunisie. Vous agissez à un triple niveau. Alors, il y a la Suède en tant que pays souverain, puis il y a les pays scandinaves et ou nordiques, et puis il y a un niveau supérieur, celui européen. Comment vous réussissez à avoir une action cohérente tout en conciliant ces 3 niveaux, justement, dans le cadre de votre mission? C'est pas très compliqué, en se parlant, tout à fait. Je veux dire, entre les pays nordiques, déjà, on a une tradition depuis toujours de coopérer ensemble et on se représente même, comme la Finlande, par exemple, représente la Suède ici en Tunisie en tout ce qui s'agit visa pour l'Europe. Nous, on ne fait pas, mais dans d'autres pays en Afrique, c'est nous qui représentons la Finlande. Alors, on a une tradition de travailler ensemble
Et on a le Conseil de ministres basé à Copenhague, qui est l'organe suprême de la coopération nordique. Donc c'est justement au sein... La Suède précédait le Conseil des ministres nordiques l'année dernière, et c'est au sein de cette initiative qu'on a eu l'idée d'organiser le Forum nordique. Alors pour nous, ça c'est, si vous voulez, c'est comme une sous-coopération avant qu'arrive la coopération européenne. C'est sur des niveaux différents, mais ce n'est pas contradictoire. Au contraire, je pense que, étant donné que nous sommes 4 pays plus ou moins petits, on n'est pas tous représentés en Tunisie. Pour l'instant, il n'y a que nous et la Finlande. On partage les mêmes immeubles même ici. D'accord. Il y aura bientôt le Danemark, dont on est très content. Après l'été, il y aura aussi le Danemark. Donc 3 sur 4, on sera ici. Et c'est pour ça c'est bénéfique de travailler ensemble. Je pense qu'on arrive à avoir plus de leviers quand on se met ensemble. Et aussi quand il s'agit de domaines de forum nordique, donc la transition verte, l'économie circulaire et tout ça, ce sont des domaines que nous connaissons tous les 4, je veux dire. On a beaucoup d'expertise, on a beaucoup travaillé ensemble déjà. Et je pense qu'en se mettant ensemble, c'est mieux pour nous, mais c'est aussi mieux pour la Tunisie dans ce cas-là. Exactement. Oui. Justement, vous parlez d'économie. Quels sont les secteurs porteurs, justement, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Suède et la Tunisie, sur le plan... Si on parle d'exportation suédoise vis-à-vis de la Tunisie, c'est surtout des produits de bois. Et dans l'autre sens, des produits industriels, notamment des articles liés à l'industrie automobile en Europe, qui sont fabriqués en Tunisie. D'accord. Qu'en est-il donc des enjeux aussi environnementaux, de durabilité? Je sais que la Suède est très portée par cette cause-là, donc comment vous gérez ça au niveau des relations bilatérales? Justement, ça c'est un domaine où moi je pense, et également pour mes collègues nordiques, que c'est un domaine où les pays nordiques, y compris la Suède, pourraient en faire davantage. Tout ce qui est énergie solaire, tout ce qui est énergie renouvelable à sens large, c'est un domaine où je trouve que les sociétés suédoises pourraient être plus présentes. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et je pense que justement, c'est un manque de connaissances. Il faut découvrir le marché tunisien. Il faut découvrir le potentiel de la Tunisie. Ce n'est pas uniquement la proximité géographique avec l'Europe. Il y a aussi les Tunisiens qui sont souvent très bien éduqués, qui représentent une bonne... labor force, je ne sais pas comment on dit ça en français, et je pense qu'il y a beaucoup d'avantages ici qui pourraient être explorés davantage. Et c'est justement pour ça qu'on a trouvé important d'organiser ce forum. Et d'ailleurs, on va le répéter cette année parce qu'on s'est dit, si ça devient un événement annuel ou régulier, les gens vont faire plus d'attention. Je pense qu'il y a plus de choses à faire. Ouais. Absolument. Ouais. Alors justement, pour apprendre à mieux se connaître, je pense qu'il n'y a pas mieux que la culture pour construire des ponts entre nos deux peuples. Alors quelle est votre action ici en Tunisie, des initiatives sur le plan culturel? On essaye. On a un institut suédois en Suède qui est représenté que à Paris. Il n'y a pas de présence de l'Institut suédois. Vous parlez du Swedish Institute? Swedish Institute, oui. D'accord. Ça, c'est notre agence responsable pour promouvoir la Suède et la culture suédoise. J'ai déjà voyagé à travers le Swedish Oui, Institute. je sais bien. J'allais justement dire qu'il offre, entre autres, des bourses pour des étudiants dans la région MENA, y compris la Tunisie, pour, entre autres, les jeunes entrepreneuses, des femmes entrepreneuses, pour aller en Suède et créer un réseau entre femmes pour s'échanger des idées, des expériences. Et je sais bien que vous en avez bénéficié. Ce fut une très belle expérience. Et puis, c'était vraiment le premier contact avec la société suédoise. C'était intéressant de voir cette différence, bien sûr, entre les deux sociétés. Alors, je suis arrivée en Suède. Le premier jour, je voyais les gens dans la rue vers le coup de 15h, 3h de l'après-midi, des gens qui étaient en âge de travailler, mais qui se promenaient avec leurs enfants, premier jour, deuxième, troisième. Alors je pose la question, alors est-ce que c'est des gens qui travaillent quel est le régime en fait? Comment ça se passe? Ils m'ont dit non, mais on termine tôt le travail pour permettre... récupérer les enfants. De souffler, voilà, c'est une sorte d'hygiène de vie qui est intéressante. Voilà. C'était quand même, ça m'avait frappé un petit peu parce qu'ils sont productifs pendant un certain temps, bien déterminé, et puis le reste du temps, c'est pour la famille. Parce que l'équilibre familial en Suède, l'équilibre entre le travail, la vie professionnelle et la vie privée est très important. Oui.
Et je pense qu'on a réussi à trouver un équilibre, dans la plupart des cas, je ne parle pas pour tout le monde, mais grâce à l'organisation autour de la garde des enfants. Alors quand une famille commence à avoir des enfants, déjà le congé parental est très long, alors, et elle est divisée entre le papa et la maman, alors on se partage le congé. Et après, c'est très facile, même moi j'en ai bénéficié, de travailler à mi-temps quand on reprend le travail après. Et tout ce qui est la garde d'enfants et tout ça, c'est très subventionné et c'est très facile et c'est très accessible. Il y a toujours des crèches dans toutes les zones, dans une ville par exemple. Alors c'est jamais très loin d'aller amener son enfant. Alors je pense que ça a aussi aidé la femme suédoise à être active sur le marché du travail. D'accord. Justement, j'ai une petite question. Est-ce que c'est vrai que les grands-parents qui gardent les petits-enfants, en fait, ils ont une sorte, pas d'indemnité, mais une sorte... C'est vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, de la part de l'État, en fait, une sorte de ils ont un certain nombre de jours. D'accord. Je ne sais pas combien. Il ne faut pas le dire ici, en fait. Il faut pas le dire ici en Tunisie parce que... Parce qu'ici, c'est souvent les grands-parents. Alors, ce sont qui les s'occupent des grands-parents enfants. et qui reçoivent pas, enfin, ils reçoivent Qui rien reçoivent en rien. contrepartie. Oui. Notre amour, en fait. Non, ça, c'est une bonne chose. Oui. Il ne faut pas le dire parce que sinon, ils vont réclamer... Oui. Non, mais c'est un système qui est très sophistiqué, je dois dire. D'accord. Oui, dont bénéficie tout le monde. Ce n'est pas lié aux revenus. Je veux dire, le tarif pour une crèche pour les enfants et le prix de la crèche est le même pour tout le monde. Alors, c'est un système qui est pas mal, qui permet justement à trouver l'équilibre et aussi pour la femme de retourner à sa vie professionnelle après avoir eu des enfants. Justement, alors ça, l'égalité des genres en Suède, je sais que vous-même vous êtes aussi portée par cette cause. Justement, cette expertise, comment vous l'exploitez dans votre travail quotidien en tant que femme ambassadrice, mais dans le cadre des relations bilatérales, comment vous transmettez? On me pose souvent cette question et franchement, j'y pense pas trop. Je me suis jamais retrouvée dans une situation en Tunisie où je me sens mal à l'aise ou que ça serait une problème, disons, d'être une femme. Au contraire, je trouve que c'est très apprécié, qu'ils sont très accueillants, qu'ils sont... S'il y a quelque chose qu'ils me demandent, c'est surtout ça, comment vous avez fait pour gérer votre vie de famille avec votre carrière. Ça arrive qu'on me demande ça, mais le fait que ça serait un désavantage d'être une femme dans le métier en soi... Non, pas justement. Je ne pense pas que ce soit orienté des avantages, mais c'est peut-être un défi, c'est une gestion en fait quotidienne. C'est un défi, mais maintenant mes enfants sont grands, elles sont restées en Suède, elles sont adultes, elles sont à l'université, donc pour moi maintenant c'est plus un défi, mais c'est vrai que ça a été un défi de gérer la vie de tous les jours avant, bien sûr. Oui. Mais ça c'est pas différent ici qu'en Suède. Oui, bien sûr, justement. Bien sûr. D'accord. Ça fait à peu près 2 ans que vous êtes ici en Tunisie. Oui, en août, ça va faire 2 ans. 2 ans, voilà. Déjà 2 ans. Oui, voilà. c'est incroyable, le temps passe vite. Quelle est la chose qui vous a le plus frappé dans la culture tunisienne, alors, à votre arrivée? L'hospitalité, déjà. Je trouve que les gens sont très hospitaliers et très, très ouverts. Ils sont très curieux quand on les approche. Je dois dire aussi, quand on parle des femmes, que les femmes tunisiennes m'impressionnent. Je trouve elles me semblent, je ne les connais pas toutes, mais elles me semblent fortes et indépendantes et travailleuses. Je vois parmi les collègues à l'ambassade, c'est juste une coïncidence, mais on a plutôt des femmes qui travaillent parmi les collègues tunisiennes. Elles sont je ne sens pas de différence, disons. Très fiables, très travailleuses. Oui. C'est très... Je confirme, je connais quelques collègues à vous. Et j'imagine, étant donné qu'il n'y a pas le même système de la garde des enfants et tout ça, j'imagine que quand la femme tunisienne rentre de travail, elle continue à travailler. Elle fait à manger, elle s'occupe des enfants, elle fait le linge, etc. Alors, ça m'impressionne. C'est une gestion. Oui, de quand même essayer de gérer les 2 choses en même temps, parce que ce n'est pas évident. D'accord. Vous avez été en contact avec la population locale, là où je pense que dans le cadre de votre mission, vous avez été amené à faire des déplacements professionnels, mais aussi personnels. Oui, j'essaye. J'aimerais bien faire plus des visites personnelles, parce que je trouve que j'en ai pas fait assez, parce que c'est difficile de trouver le temps, justement, parce qu'on est très pris à Tunis. Mais là, autour de week-end de Pâques, j'ai pris quelques jours et avec mon mari, on est descendu dans le sud de la Tunisie. D'accord. On a fait Kerkena,
Je sais que ce n'est pas le sud, mais c'était en allant vers le sud. Et après, on a fait Djerba et on a fait ce qui m'a beaucoup impressionné, la région Tataouine. Et on a visité les villages berbères. C'est très différent du paysage suédois. Voilà, je pense que c'est vraiment un dépaysement. Non, mais j'ai adoré. Et on a voulu faire ça avant qu'il fasse trop chaud, parce qu'après, c'est pas possible. Et là, partout en bas, je trouve que les gens sont très accueillants, très curieux, très fiers aussi de leur environnement local. On pose des questions, on répond. Ils aiment bien expliquer quand on leur pose des questions. Et ils sont toujours prêts à parler, à nous raconter des histoires. Et ça, j'apprécie beaucoup. Une autre visite dans le pays qui m'a beaucoup marquée, c'était avec ma belle-mère quand elle était en visite. Elle a absolument voulu voir Sajnen. Elle est femme de poterie. Oui, elle en avait lu. Oui, voilà. Et ça, c'est vrai, c'était aussi impressionnant. Ces femmes qui vivent des fois de rien. Enfin, ils sont des vies plutôt simples, mais toujours travailleuses, souriantes, accueillantes. Ils nous ont invités à prendre le thé chez elles. Et ça m'a... Je retrouve beaucoup d'articles justement. Du coup, j'ai tout acheté. Voilà, vous êtes très porté sur l'artisanat tunisien. Oui, j'adore. Je trouve que... Et ça varie aussi selon la région où on est. Absolument. C'est toute la richesse de la Tunisie. C'est pour ça qu'il faut faire toutes les régions pour acheter toutes les... C'est un savoir-faire en fait, qui est détenu, donc, qui est gardé jalousement par les artisanes tunisiennes. Justement. Toujours dans le cadre de la culture, justement, vous avez des actions prévues peut-être? Oui, on essaye de faire le plus possible. Et je tiens à mentionner que l'année dernière, on a contribué, une petite contribution, mais quand même, on a contribué au festival de Douga. Il y a quelqu'un qui est venu de Suède pour participer au festival. Et l'année prochaine, justement, c'est une question qui a été évoquée avec votre ministre quand il était à Stockholm. L'année prochaine, on va fêter les 70 ans de nos relations bilatérales. Et on s'est mis d'accord pour prévoir quelque chose, une manifestation culturelle. Reste à voir ce que ça va être, je ne sais pas encore, mais c'est quelque chose qui est en cours. Très bien. Et on a aussi planifié une petite surprise pour la fête nationale suédoise cette année. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ça va être quelque chose apprécié, je pense. Très bien. Et entre-temps, alors, mis à part le travail de l'ambassade, il y a des initiatives privées qui se font. Alors, je pense qu'on avait assisté toutes les deux, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'exposition de Madame Semia Benouf, oui, bien sûr, de l'ancien ambassadeur à Stockholm. Oui, Semia Ben-Slimane, exactement, justement, couleur scandinave, en fait. Tout à fait. Vécu, enfin, elle qui a vécu, donc qui avait accompagné son époux, donc durant toute sa mission en Suède, donc elle a peint des paysages scandinaves, essentiellement suédois. Tout à fait. Elle a très bien capturé. Exactement. Les paysages. Et donc on a pu revivre avec elle un petit peu des moments, des endroits, des espaces. Oui, ça fait plaisir. Oui, exactement. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Donc c'est toujours la Suède qui s'invite ici à travers plusieurs prismes, Voilà. J'espère que ça donne envie aussi d'y aller. Justement, c'est le but. Oui, voilà, c'est ce partage-là. Et entre-temps, vous avez goûté à des plats tunisiens. Entre-temps, j'ai goûté des plats tunisiens, oui. Oui, ça change beaucoup de la cuisine suédoise. Oui. Je confirme. Oui, mais il y a quand même beaucoup de poissons. Nous aussi, on mange beaucoup de poissons. Oui, il y a du poisson. Oui, c'est vrai que c'est la Méditerranée, puis c'est la côte, et puis les Tunisiens... Mais les poissons sont différents. Ce sont des poissons de la Méditerranée. Et la préparation est différente. On retrouve du poisson dans des différents plats, oui. Tout à fait, oui. Oui. Non, mais il y a des plats qui sont... Moi, j'aime... Marquer votre palais. Déjà, j'adore le harissa. Ah, d'accord. On est devenus un peu obsédés, mon mari et moi, de ça, parce que j'aime bien le goût un peu relevé. Alors, de mettre ça, rien que de prendre harissa avec le pain, c'est très bon. D'accord. Mais sinon, on préfère le poisson à la viande. Alors, on mange beaucoup de poisson. Et je préfère les plats qui sont plutôt simples. Poisson grillé avec des légumes, ou des fruits de mer grillés ou bien cuits. Mais assez neutre. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'ingrédients. Oui, d'accord. Ouais, je préfère les goûts un peu... Alors, que ça reste simple et ça reste simple. Voilà. On reste dans évidemment, les briques. Les briques, on adore aussi les briques. Alors, les briques, ça, c'est la spécialité internationale. Oui, c'est le fast-food tunisien. Voilà. À chaque fois que je pose la question à un diplomate... c'est les briques. Oui, c'est systématiquement les briques. Et puis viennent les autres spécialités. Non, mais je trouve que ça, c'est très bon. Ça peut être très varié aussi. Oui. À Djerba, on a mangé des briques avec harissa à l'intérieur, avec des œufs. Oui, des harissa, un peu de pommes de terre aussi. Très bon. C'est la spécialité djerbienne, justement, la farce. Oui. Exactement. Vous avez le palais sucré, non? Pas trop? Non, pas trop. Pas trop. Non, pas trop. Pas trop. Oui.
Et après, il y a le vin tunisien, que quand on sert de vin à la résidence, on utilise toujours, on sert toujours du vin tunisien. Réputé pour sa qualité. Réputé pour sa qualité, et ça les gens aiment bien aussi, parce qu'ils découvrent à nouveau, parce que le vin tunisien, il n'est pas vendu en Suède. Oui. Et ça, c'est une autre piste que je trouve. Voilà, c'est ce que j'allais dire, justement, oui. Il n'y a pas de raison. Pourrait être vendu en Suède, oui, de qualité supérieure, exactement. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez une devise peut-être qui guide votre engagement dans la vie, comme ça, vie professionnelle, vie privée? Est-ce que vous avez une devise ou une citation? Pour moi, c'est la curiosité qui me guide toujours, depuis toujours en fait, de partir comme ça à l'étranger. J'ai fait toutes mes études à l'étranger, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Je suis mariée à un Canadien, donc on est déjà entre deux cultures et on a vécu dans beaucoup de pays. Mes enfants sont bilingues, trilingues même. Oui. Et je trouve que c'est ça qui nous aide à comprendre nous autres et le monde en fait. Et pour l'instant, on vit dans un monde plutôt compliqué. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de conflits. Et je pense que la seule façon de gérer tout ça, c'est de se parler pour mieux se connaître. Alors c'est justement, si on revient à la visite de votre ministre à Stockholm, je pense qu'il n'y a jamais eu de conflit entre nous, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que le fait qu'on se parle davantage, qu'on se voit davantage, on arrive aussi à identifier ce qu'on peut éventuellement faire ensemble. Exactement, voilà. Et je pense que c'est ça le rôle du diplomate, et c'est ça, c'est la façon de faire. Mise en relation, communication, exploration de pistes. Voilà. Matchmaking, on aime bien dire qu'on fait du matchmaking, mettre les partenaires ensemble et après c'est à eux de jouer. Oui. Et c'est en discutant que les idées naissent, que les opportunités de coopération naissent. Exactement. Voilà. D'accord. Si je vous demande d'adresser un message à un jeune Tunisien ou à un jeune Suédois, alors pour visiter la Tunisie, pour parler de la Tunisie, mais pour s'adresser à la jeune génération, alors, et vice-versa, j'aurais besoin de 2 messages. Aux jeunes Tunisiens. À propos de la Suède. À propos de la Suède et en contrepartie un jeune Suédois à propos de la Tunisie. Ça serait la même chose, qu'il faudra trouver des façons de se rencontrer, de se parler. Comme vous avez fait, par exemple, avec cette bourse pour aller en Suède. Je pense que ça, c'est la façon de faire. En se parlant et quand on se connaît mieux, on peut découvrir les choses qui nous unissent. Je pense que la Tunisie et la Suède ont beaucoup de choses en commun. Nous sommes des petits pays, on a des populations d'environ 9-10 millions, on a une large côte, on a des voisins sur lesquels on dépend. C'est pareil pour la Suède, je veux dire, on a des choses qui nous ressemblent. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la langue. Des fois, les Suédois ont peur du français. Ils disent qu'en Tunisie, ils ne parlent pas anglais, mais ça c'est un message à passer aux jeunes Suédois, que justement, en Tunisie, les jeunes parlent anglais. Ça c'est quelque chose qui m'a étonnée quand je suis arrivée. Même les gens sont très, très à l'aise en anglais, souvent. On est très porté sur les langues. Il suffit de faire un petit tour dans les souks et vous allez entendre toutes les langues du monde. Alors je pense que moi je fais de mon mieux d'essayer de promouvoir la Tunisie en Suède, mais aussi la Suède ici pour créer justement ces ponts. Et c'est pareil pour toutes les générations, c'est pas uniquement pour les jeunes, mais peut-être que les jeunes peuvent découvrir des choses pour l'avenir, pour créer des opportunités. Je pense aux études, je pense aux échanges, je pense au travail. Aussi, parce que, vous avez une idée sur le nombre de touristes? Pour l'instant, il y a des vols directs uniquement pendant la saison d'été, pendant les vacances d'été, avec Nouvelle Air, la compagnie tunisienne. Et si on arrive à avoir une ligne directe plus régulièrement, je veux dire pendant toute l'année, je pense que parce que maintenant le voyage est plutôt long, il faut toujours passer par une escale par l'Europe et ça prend toute une journée de venir. Absolument, je confirme. Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on essaie de changer. Et j'étais invitée pendant le mois de Ramadan à une iftar organisée par votre ministère du Tourisme. Et j'étais très contente de découvrir qu'il y avait une délégation suédoise à cette iftar. Parce que l'idée derrière, ou la raison pour laquelle ils avaient invité
des gens à cette soirée, c'était de promouvoir la Tunisie comme destination touristique. C'était à l'occasion du lancement de la campagne C'est promotionnelle. Ça, tout à fait, vous connaissez mieux que moi. De la Tunisie, oui, voilà, oui. Sur 16 pays européens et en 14 langues. C'est ça. Il manquait le suédois. Et je leur ai fait la remarque d'ailleurs. J'ai dit il faut aussi en suédois. Mais là, il y avait une délégation de Suède et c'était des journalistes qui font des magazines sur le golf. Alors, ils promouvoient des voyages de golf dans les pays où il fait beau, suffisamment beau pour jouer au golf. Et ils avaient trouvé la Tunisie exemplaire pour cette raison-là. Donc, ils sont rentrés et ils vont faire des articles sur la Tunisie. Ils m'ont promis de revenir et puis j'espère petit à petit que ça va reprendre. Parce qu'il n'y a pas de raison. Beaucoup à faire, oui. Un produit tunisien qui est vraiment diversifié, donc qui peut parfaitement convenir aux touristes suédois. Tout à fait. Parce que c'est pas loin. Les Suédois aiment bien partir au soleil pendant l'hiver. Parce qu'on a un hiver plutôt dur et long. Oui. Et il n'y a pas de lumière pendant plusieurs mois. C'est difficile à vivre, je confirme. Alors on a une tendance de partir au soleil pendant les vacances de Noël, à la fin de l'année, etc. Mais ils aiment bien que ce soit plus proche. Dans le temps, les Suédois partaient plutôt en Thaïlande. Mais c'est très long finalement et le voyage coûte plutôt cher. Alors si on peut leur trouver des destinations plus proches qui offrent aussi du soleil, des plages, un produit culturel aussi. Un produit culturel où on mange bien, etc. Absolument. Ils seront très contents, je pense. Donc Cécilia, je vous remercie vivement pour votre disponibilité, pour votre hospitalité lors de cette interview. Et peut-être un mot de la fin, un dernier mot. Merci à vous, Aïchek Kabir. Marabé bikom fi Suède. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.